sud-nogaro.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Que reste-t-il de notre humour ? Eh bien, vous verrez, il reste des choses, il reste pas mal de choses. Mais surtout, que reste-t-il de l'art de gouverner ? Eh bien là, un livre tout à fait passionnant dit énormément de choses sur ce qui nous concerne au premier chef. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le maître absolu de la chanson comique, Henri Salvador, bien sûr, et il a tellement raison, faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête, ou le réchauffement climatique, ou la pollution, ou la nouvelle révolution, ou la lutte finale, enfin, ou la 6e République, tout est possible aujourd'hui. En attendant, il y a un prix dont je m'honore de faire partie du jury, mais c'est pas pour ça que j'en parle, qui s'appelle le Grand Prix Presse Club de l'humour politique, qui est décerné chaque année pour les politiques qui, consciemment ou pas, volontairement ou pas, ont eu de l'humour. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, ça a été le jury a remis le Grand Prix d'humour politique pour sa déclaration, qui était ceci. Un journaliste demandait si, à Édouard Philippe, en l'été dernier, et si tout remontait à Matignon. Et Philippe répond, non seulement les emmerdes. Et effectivement, ça continue comme ça, c'est vrai, parce que le chef a le droit, lui, d'annoncer des choses, et le chef, c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Le Premier ministre, ce n'est plus véritablement infusible, mais enfin, il doit suivre. Et donc, c'était amusant, et il l'a fait très bien. Alors, il y a eu beaucoup de membres de la majorité qui ont été récompensés, notamment la phrase immortelle de Gilles Legendre, patron des députés de la République En Marche. Il a reçu un prix spécial pour sa sortie concernant les mesures prises par le gouvernement sur le pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'il dit, Gilles Legendre ? Nous avons été probablement trop intelligents, trop subtils pour faire comprendre la chose. Il a raison, devant ces gueux, ces manants, avec l'avant-dernier de Ron qui garde le premier. Comment ces manants peuvent-ils comprendre l'excellence de ce qu'ils ont fait ? Et alors l'autre magnifique, c'est Agnès Buzyn, mais ça c'est plutôt un lapsus. Ministre de la Santé. Joli. Voilà, ministre de la Santé. Elle a une prise de parole à l'Assemblée où elle avait débuté son allocution en déclarant « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités ». Ah oui, c'était assez bien vu, un peu prémonitoire. C'était mais pour assez parler bien des vu. retraités en plus, hein. C'était un beau lapsus. Et alors, la meilleure groupie du président, je parle évidemment de le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a remporté le prix de l'amour en politique. Car il a dit, interrogé sur Emmanuel Macron, tout en lui est fascinant. Son parcours, son intelligence, sa vivacité, et même sa puissance physique. C'est pas beau, ça. C'était une déclaration d'amour politique. Pratiquement, on arrive au Pax, là. Et en revanche, le candidat à la France insoumise aux européennes, Emmanuel Morel, ancien membre du Parti socialiste, alors on n'est jamais trahi par les siens, a lâché à propos du patron de son parti, Olivier Faure. Pour savoir où est Olivier Faure, suivez les sifflets. Sympathique, hein. Et le sénateur Bruno Retailleau a reçu le prix du jury pour son... oui, ça adore entre républicains. Si Wauquiez ne parvient pas à se montrer aussi intelligent qu'il l'est, il n'y arrivera pas. C'est quand même très, très, très amusant, tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des choses assez jolies. Il y a eu des choses magnifiques. Le prix du tweet a été décerné par Gilles Boyer. Pour exclure, il faut le quorum. Pour avoir le quorum, il faut arrêter d'exclure. Voilà. Il y a eu des choses sympathiques, drôles. Ils n'ont plus, évidemment, l'extraordinaire humour qu'il y avait au temps de Pasqua ou au temps de ces gens de Clémenceau. Je ne vais pas remonter quand même à la préhistoire. Vous n'avez pas connu Clémenceau, quand même. Oh, mon grand-père l'a côtoyé. Exactement. En tout cas, c'était un bon cru. Vive l'humour. Vive l'humour voilà. politique. Et restez sur Sud Radio avec André Berkoff. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Puisqu'André Berkoff reçoit son invité Pierre-Henri Tavoyot, il est philosophe, maître de conférences à la Sorbonne, chargé de cours à Sciences Po et auteur de ce livre qu'il nous présente. Ça s'appelle « Comment gouverner un peuple roi ?» Traité nouveau d'art politique, c'est publié chez Odile Jacob. Alors, Pierre-Henri Tavoyot, bonjour. Bonjour. Écoutez, votre livre, de temps en temps, on a des livres
vraiment intéressant. Je le dis toujours, je ne parle que de livres qui m'intéressent. C'est pas la peine de perdre son temps avec des livres qu'on a envie de démolir parce que ça ne sert à rien et c'est la perte de temps. Mais ce livre-là m'a paru passionnant et je dis aux auditeurs du Sud Radio, il faut prendre le temps de le lire, ce n'est pas un pamphlet, c'est vous traitez vraiment c'est un traité d'art politique, mais c'est un traité d'art politique qui nous parle absolument à nous aujourd'hui, au moment de la crise du politique, on n'en parle jamais autant qu'aujourd'hui de la crise de la représentation, on voit très bien le Cevipof et toutes les enquêtes qui donnent les politiques au dernier rang, d'ailleurs un peu avec les journalistes, le peuple, l'histoire des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de, l'invocation au référendum, à la démocratie participative, à tout ça. Et on emploie tout et son contraire. On a une cascade de noms. Et votre livre a ce mérite vraiment passionnant de démêler les chevaux et de dire de quoi on parle quand on parle de démocratie, quand on parle de peuple, quand on parle effectivement de gouverner et de gouvernement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est que le peuple? Et les élections, la décision, la délibération. Alors, Pierre-Henri Tavoyot, il faudrait 4 heures pour parler de tout, mais je voudrais partir de l'actualité pour justement remonter à votre livre et avoir ce qu'on vit aujourd'hui en France, avec depuis 4 mois la crise des Gilets jaunes, mais même avant, la crise de la représentation, l'abstention, le fait que le dernier référendum, c'était un référendum, comme vous savez, sur la Constitution européenne, qui a 55% des Français ont voté non, on s'est assis dessus. Vous diriez qu'au regard de ce qu'on doit être, de ce que doit être la démocratie, je vous citais Churchill, évidemment, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. On vit quelle période aujourd'hui? Les diagnostics sont très différents. Si vous voulez, dans démocratie, il y a démos et il y a kratos. Donc il y a 2 manières de critiquer la démocratie. Soit on considère qu'il n'y a pas assez de peuple et donc il faut en mettre davantage, soit on considère qu'il n'y a pas assez de pouvoir et qu'il faut en remettre davantage. Et quand vous dites assez de peuple, la volonté du peuple. Oui, la volonté du peuple, ce qu'on appelle la crise de la représentation d'un côté et l'impuissance publique de l'autre. Et d'une certaine façon, depuis que la démocratie existe, on est toujours pris entre ces 2 critiques. On a tendance à penser aujourd'hui que nous vivons une crise de la représentation. J'en suis pas persuadé. Et je pense qu'on vit davantage une crise du pouvoir et qu'on a tendance à oublier le pouvoir et Pourquoi Parce que en fait, le monde a changé. C'est pas simplement parce que les politiques manquent de courage, comme on le dit habituellement. C'est que la marge de manœuvre politique est devenue infiniment plus compliquée que par le passé. J'allais dire, même à l'époque de De Gaulle, gouverner est assez facile. On a quelques interlocuteurs, on a un espace public qui est à peu près muselé, oui. On a une puissance nationale qui est importante. Tout a changé. La mondialisation fait que la marge de manœuvre des nations assez restreinte. Par ailleurs, la médiatisation fait que l'action politique est scrutée 24 heures sur 24. Et donc, de ce point de vue-là... les réseaux sociaux, etc. De ce point de vue-là, l'art politique, cet art politique qu'on tend à oublier, eh bien, est devenu infiniment compliqué. Et je crois que c'est vraiment aujourd'hui la mission première du citoyen que de prendre conscience de cette difficulté. Notre tendance spontanée, c'est de râler contre la nullité de nos élus. Faisons attention et essayons davantage de comprendre notre régime, parce qu'il se pourrait que notre protestation et nos indignations, en fait, fragilisent cette démocratie à laquelle on tient malgré tout. Oui, et donne le pouvoir à peut-être quelques extrémismes qui ne sont pas toujours les meilleurs. Mais quand même, une fois qu'on a dit ça, je suis d'accord. Une fois qu'on a dit ça, quand même, quand on voit que, on le sait, vous savez, c'était Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais quand même, quand vous dites art de gouverner, et vous remontez à l'histoire, vous remontez à Cicéron, vous remontez à Thucydide, vous remontez à tout ça, et votre ouvrage est passionnant aussi là-dessus, mais est-ce que, effectivement, le mensonge, comme disait aussi, je crois que non, c'est pas Fouché, c'était Talleyrand. Talleyrand, oui. L'art du mensonge, enfin, etc. Est-ce qu'on est obligé, regardez ce qui se passe en ce moment, mais encore une fois, on est en France, on parle de la France, est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces libérations, ces grands débats? Je voudrais, au regard de votre ouvrage, est-ce que c'est une vraie délibération? Est-ce que c'est pas une manière de fuite en avant? Vous voyez, tout ça, c'est-à-dire que quand vous dites, oui, les politiques sont peut-être pas nuls, mais est-ce qu'ils ont le courage qu'il faut, la volonté qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire, et on va le faire, même si c'est impopulaire?
Je pense que le grand défi, c'est que nous autres citoyens, parce qu'on a toujours tendance à rejeter la balle sur les élus, il faut qu'on parle de nous et il faut qu'on s'attache à comprendre notre régime. Et en fait, ce travail, en le faisant, ce livre, je me suis aperçu que je comprenais pas très bien la démocratie. J'enseigne en philosophie politique à la Sorbonne, à Sciences Po, et il m'a fallu presque 7 ans pour arriver à me réconcilier un tout petit peu avec ce régime et en comprendre les méandres. Donc, je pense que le vrai défi, c'est vraiment la compréhension de notre régime. Et aujourd'hui, en effet, on vit un instant délibératif, comme on dit. Alors, au sens strict, c'est pas exactement la délibération, parce que la délibération, au sens rigoureux du terme, c'est l'examen avant et pour la décision. Donc, d'une certaine façon, on ne saura si on a vécu une délibération qu'à partir des décisions qui seront prises. Voilà. Autrement, la démocratie, là, ce qu'on vit, on dit souvent la démocratie, c'est bavard. Et effectivement, c'est pas du tout désagréable. Au contraire, c'est pas malsain. C'est pas malsain. Et c'est très important. Mais il ne faut pas confondre la conversation démocratique avec la délibération. La délibération, c'est le fait que pour prendre une décision, il faut la faire précéder par un débat public, mais un débat public réaliste, c'est-à-dire un débat public qui ouvre quelques options. Alors en général, en politique, c'est jamais entre la bonne et la mauvaise. En politique, c'est toujours entre la mauvaise et la pire. Voilà. Et il reviendra aux politiques, ce pourquoi il est par nature impopulaire, de choisir la mauvaise par préférence de la pire. La moins pire. La moins pire. Et donc, voilà, on est dans cette situation. Alors, il y a deux interprétations possibles de ce que nous vivons. Soit on peut dire, nous vivons une transformation de la démocratie représentative en démocratie délibérative. Le grand débat est un succès et ça va être formidable. Alors, à voir, parce que c'est one shot, la démocratie délibérative. Ça veut dire que c'est un coup. Il est très peu probable que ça s'installe dans la durée. Ça, c'est l'illusion. C'est pas destiné à ça, d'ailleurs. Non, c'est pas destiné à ça. L'illusion de la démocratie délibérative ou participative, a fortiori, c'est de dire, mais en fait, les citoyens vont participer. Oui, c'est l'histoire du référendum presque permanent. Voilà. Le RIC, etc. Il faut être là-dessus un argument de bon sens. Moi, personnellement, j'adore la politique, je l'enseigne, j'écris dessus, donc j'adore ça. Mais de là à passer mes soirées, mes week-ends, à faire des instances délibératives, à essayer de préparer les dossiers, c'est non. Voilà. Et si on installe des institutions délibératives ou participatives, et que je n'y vais pas, qui ira ? Eh bien, iront effectivement des minorités actives, des minorités militantes, et donc sous couvert de donner le pouvoir au peuple, on va en fait l'usurper. Voilà. Et donc, ce sera le pouvoir des minorités. Ce sera le pouvoir des minorités. De ceux qui seront là et qui vont occuper le terrain. Ce que je dis, la démocratie participative, c'est la dictature de ceux qui ont le temps. Voilà. Et moi, j'ai autre chose à faire que. Et c'est pour ça que je suis très content qu'il y ait des élus et des hommes politiques professionnels. C'est peut-être pas un métier, la politique, mais ça demande du métier. Ça demande du boulot. Et quand on dit que les députés ne foutent rien, c'est juste faux. Ils travaillent beaucoup. Ils pourraient travailler mieux en qualité par rapport à la quantité, mais en tout cas, ils font le travail et ce sont des gens, en plus, contrairement à tout ce qu'on dit, qui sont assez largement dévoués. Des gens qui sont le service, qui font le boulot et qui sont en plus détestés et qui sont en plus, je le dis et j'y insiste, assez mal payés. Donc, il faut un peu remettre les choses à leur place. De ce point de vue-là, ne rêvons pas d'une démocratie qui serait la mort de la démocratie. Oui, ce que vous dites, c'est attention aux yaka et aux faucons, aux brèves de comptoir, qui consistent à dire, moi je sais ce qu'il faut faire, etc. C'est vrai. Et ce que vous appelez, d'ailleurs, dans votre livre, moi ça m'a tout à fait frappé, c'est que vous parlez pas des gouvernants, vous parlez aussi des gouvernés. Parce qu'il faut l'art d'être gouverné. Et j'aimerais que vous l'expliquiez. C'est quoi l'art d'être gouverné ? Écoutez, le premier art d'être gouverné, je vais dire une énormité, c'est l'art d'obéir. Voilà. Le citoyen doit obéir. On va dire, mais c'est scandaleux. C'est vrai. Non, il faut revenir au sens étymologique d'obéissance. Obéissance, c'est pas être soumis. C'est ob audire, c'est prêter l'oreille. C'est-à-dire, je suis attentif au réel et aux autres. Je veux dire, on ne peut pas penser la citoyenneté si on n'est pas attentif au réel et aux autres. Si on, pardon, je vais être un peu polémique, si on est insoumis, par définition. Alors effectivement, il peut y avoir des moments de désobéissance qui ont été importants pour construire les démocraties. Mais une fois qu'on y est en démocratie, et la vraie règle, c'est l'obéissance en ce sens-là. Ce n'est pas la soumission. C'est ce qu'on demande d'ailleurs. Voilà, dans les. C'est pour ça que le mot obéissance, il faudrait presque trouver un autre mot. Oui. Parce qu'obéissance fait soumission. Enfin, les gens confondent, si vous voulez. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Mais au-delà de ça, comment faire, si vous voulez, que
justement, parce que c'est au cœur de votre livre et c'est au cœur de ce qu'on vit aujourd'hui. Comment on fait pour parer la désaffection d'un certain nombre de citoyens, on le voit, on parle de la France, mais c'est pas vrai que de la France, c'est vrai un peu partout, envers le politique. Je voudrais qu'on en parle de façon assez précise. Assez concrète. Alors, il faut. Bon, la démocratie, c'est pas un régime pour les nuls. C'est-à-dire, c'est un régime qui demande vraiment un peuple d'élite. Et toute la difficulté de la démocratie, c'est qu'on sait pas très bien ce qu'est le peuple. On va hésiter, on va aller chercher le peuple dans la rue, sur les ronds-points, puis on va pas le trouver. On va trouver du peuple, mais pas le peuple. Alors, en général, face à cet échec, on va chercher les ennemis du peuple. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. On va reparler du peuple et des peuples après un instant. Et restez avec nous, André Berkoff revient dans un instant avec son invité Pierre-Henri Tavoyot. On parle de ce livre, Comment gouverner un peuple roi. Alors le peuple roi, c'est nous, ou c'est vous. Enfin, c'est nous tous qui écoutons Sud Radio. Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique. C'est publié chez Odile Jacob. À tout de suite sur Sud Radio. Notre avenir, économisons-la. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité Pierre-Henri Tavoyot, philosophe et auteur de ce livre Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique, publié chez Odile Jacob. Et ce livre, vraiment, c'est un livre central parce que il traite et justement il remet en perspective un certain nombre de polémiques et de discussions qui nous habitent en ce moment, que ce soit à travers les grands débats, les manifestations et autres. Alors, Pierre-Henri Tavoyot, on parlait des peuples. Et vous, on va pas rentrer dans le détail parce qu'il nous faudrait, mais vous citez 5 peuples. Mais en fait, le peuple, c'est quoi? Je veux dire par là que chacun se revendique du peuple. Mais le peuple, c'est tout le monde aussi. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui devraient être exclus du peuple? Ou alors, je vais poser juste la question autrement, on parle beaucoup de peuple contre élite. Est-ce que c'est pour vous une opposition qui se tient ou pas? Non, c'est pas une opposition qui se tient, parce que les élites font autant partie du peuple que les autres. Il faut renoncer à rencontrer le peuple, à le voir dans les yeux et à lui serrer la main. Parce que ça, c'est vraiment le début du despotisme, un despotisme démocratique, c'est-à-dire la personne qui dira, écoutez, au fond, le peuple, c'est moi. Donc ça, il faut renoncer. Le peuple, c'est une figure plurielle, qu'on peut définir très simplement. C'est à la fois la société, c'est des gens qui vivent ensemble. Mais ça suffit pas pour faire un peuple. La société ne suffit pas. Il faut en plus des gens qui veulent vivre ensemble. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'État. Et puis, ça suffit pas encore. Il faut des gens, pour être en démocratie, non seulement qui vivent ensemble, qui veulent vivre ensemble, mais qui discutent ensemble de la manière dont ils veulent vivre. Et ça, c'est l'espace public. Mais Est-ce que juste un mot à Pierre-Henri Tavoyot, est-ce qu'il faut aussi qu'ils aient un peu, sinon les mêmes valeurs, dis-moi un certain corpus de valeurs Alors, c'est compris dans l'espace public, si je puis dire. À partir du moment où on décide de discuter ensemble, ça veut dire qu'on préfère débattre que se battre. Donc j'allais dire, le fait même de la discussion et d'un espace public un peu apaisé engage l'adhésion à des valeurs qui sont quoi? Qui sont la liberté, quand on discute on est libre, qui sont l'égalité, on reconnaît que la loi de l'argument le meilleur, donc c'est l'égalité, et la fraternité, encore une fois, on préfère se débattre que se battre. Donc c'est déjà des valeurs substantielles, très profondes. Évidemment, toutes les civilisations n'y adhèrent pas, on est bien clair. Mais voilà, donc ça c'est la démocratie. Mais je crois que il y a un va-et-vient entre ces 3 figures du peuple, et il faut penser le peuple, plutôt que comme un visage et une figure, comme une capacité collective d'agir. Si on pense le peuple comme capacité collective d'agir, alors je sais que c'est un petit peu abstrait comme affaire. Oui, explicité. C'est quoi capacité la capacité collective d'agir, ça veut dire que cette figure, cette collectivité n'a de sens que s'il est apte à agir ensemble. Et ça, c'est le peuple. Alors, donc le peuple, c'est une méthode. Donc il faut quand même un consensus de base. Il faut un consensus de base là-dessus, c'est-à-dire effectivement l'espace public. Et cette méthode, on peut la décliner extrêmement simplement en 4 temps. Il faut des élections, la délibération, des décisions et de la reddition de comptes, c'est-à-dire de la responsabilité. Rendre des comptes. Des comptes. S'il y a ces 4 éléments et s'ils sont à peu près équilibrés, on est en démocratie. S'il en manque un seul, ça montre parfaitement qu'on n'y est pas. Par exemple, en Iran, c'est une république, il y a des élections, il y a des décisions, il y a de la réduction de comptes. Et les élections, en plus, sont pas intégralement prévisibles. Mais sur le plan de l'espace public, ça marche pas très bien. Voilà. En Russie, prenons un autre exemple, il y a des élections, bon, un peu prévisibles, je vous le concède. Il y a un espace public un peu périlleux, je vous l'accorde. Il y a des décisions, ça marche très très bien. Mais du point de vue de la reddition de comptes, la rotation des charges entre Poutine et Poutine, disons que c'est pas l'exemple du idéal. Voilà. Donc, si on a ces 4 éléments, ça fonctionne. Aujourd'hui, notre situation française est très claire. Nous avons des élections, même peut-être saturation d'élections, très rapide. Nous avons des délibérations, on en sort. Nous avons une reddition de comptes
tellement rapide d'ailleurs, c'est un peu comme pour le bac. On est en train un de peu passer... trop rapide parce que... Oui, on demande des comptes avant que l'exercice soit clos. C'est-à-dire qu'on est comme le bac, vous voyez, il y a le contrôle terminal et le contrôle continu. C'est un peu dans le contrôle continu. Alors, et malheureusement, la partie décisionnelle est, je crois, gravement en déficit. Alors pourquoi ? Parce que, encore une fois, elle est en déficit pris par le nouveau contexte de la politique, c'est-à-dire que un président de la République ou un Parlement en France aujourd'hui, il doit composer avec l'Europe, avec le monde, et par ailleurs avec des médias de plus en plus intrusifs. Alors qu'il n'est élu que par ses concitoyens nationaux. Voilà. Et donc, c'est devenu très 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 difficile d'agir sous cette forme. Donc ça, c'est la raison essentielle. Par ailleurs, l'ensemble des dossiers s'est technicisé à un point colossal. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, pour prendre une décision, envisager tous les effets pervers. Et comme on est sorti un peu du sens du tragique, le moindre effet pervers un peu dangereux qui rompt avec quelques intérêts particuliers fait l'objet immédiatement d'une protestation gigantesque. C'est terrible, non, parce que ce que vous dites, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Ah, mais on peut pas le faire, ça va mécontenter X ou Y ou Z. Mais à ce moment-là, il y aura toujours des mécontents, donc on fait rien. La décision, c'est le mot étymologique, c'est trancher. C'est trancher. Et trancher, ça fait mal, forcément. Et donc, on est dans un monde qui est pacifié, et donc toute velléité de trancher, et donc en effet de faire mal, au nom de l'intérêt général. Il ne s'agit pas d'être sadique, soyons bien clairs. Au nom de l'intérêt général, c'est de dire, au nom de l'intérêt général, je suis désolé, mais je dois effectivement aller un peu au rebours de votre intérêt, sans vous exterminer, enfin, soyons clairs. On a bien compris. Voilà, mais ça, ils ne le font plus. Enfin, ils le font. Je ne prends pas tel ou tel, on ne va pas prendre Macron ou elle, ou ses prédécesseurs. Mais et ça, vous croyez, c'est parce que le manque de tragique, le manque de la dimension tragique de l'histoire, ou alors la peur, pardon de le dire, la démagogie, vous savez, même certains maires, mécontenter telle communauté, mécontenter tel groupe de pression, mécontenter tel lobby, on fait rien plutôt que de faire quelque chose. Oui, mais il faut être honnête, la démagogie qu'on reproche aux élus, c'est celle qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'on en est un peu responsable. Il ne faut pas non plus balancer uniquement les choses sur les élus. On leur demande d'être démagogiques. Les médias leur demandent des démagogiques, puisque à chaque fois qu'il y a des gens qui sont mécontents, on va plutôt les filmer eux, plutôt que de filmer j'imagine la majorité de gens qui se trouvent ça plutôt normal. Donc voilà, je pense donc je suis contre. Voilà, nous sommes des cartésiens un peu dévoyés en France et aussi dans toutes les démocraties. Donc il y a une sorte de réflexe d'indignation. Et c'est pour ça que je pense que nous devons, nous citoyens, nous auto-éduquer, c'est-à-dire comprendre notre régime et comprendre que voilà, il faut qu'on mette un peu les choses à part et mettre un peu de l'eau dans notre vin libertaire. Mais vous êtes au cœur du problème, Pierre-Henri Tavaillot, parce qu'il y a aussi des indignations justifiées, bien sûr. Mais vous avez raison que, j'aime bien quand vous citez votre citation de Nietzsche, tout homme indigné est un homme qui ment. C'est assez joli aussi. Non, mais je veux dire, quand il y a des situations assez tragique, je dis pas de misère, on n'est pas au Bangladesh, mais quand même, les personnes ont raison de dire, moi je m'en tire pas avec 700 € par mois, ou 800 € par mois, et il y en a beaucoup. Bon, ces gens-là, évidemment, ils sont mécontents, ils le disent, évidemment, on va les filmer, mais ce qui me frappe, c'est que là-dessus, la plupart des gouvernants, encore une fois, pas pour leur rejeter la pierre, n'ont pas grand-chose à dire. Oui. Ils disent oui, on va essayer etc. Revenons sur les gilets jaunes, parce que c'est assez emblématique. Absolument. Ça pourrait aller dans un sens contraire de ce que je disais, crise de représentation. Non, les gilets jaunes, au départ, le mouvement me paraît tout à fait légitime. Il y a une partie du peuple français qui a été totalement oubliée des tuyaux de l'État-providence, des tuyaux de l'État, des tuyaux de la politique. Le débat social en France s'était focalisé, c'est la thèse de Guy Luy, sur entre le centre-ville et les banlieue. Voilà, on estimait qu'on avait toute France existait voilà, pas. Et c'est deux parties qui sont toutes les deux mondialisées. Je veux dire, en centre-ville comme dans les banlieues, on prend l'avion, on va ailleurs. Il y a un autre monde. La France, comme on dit, alors le mot est terrible, mais enracinée, c'est-à-dire la France des terroirs, celle qui a été totalement déstructurée par la déchristianisation dont parle notamment Archipel, Jérôme Fourquet dans son excellent livre également. Il y a là vraiment des très très grosses... La désindustrialisation, l'explosion du réseau urbain. Et le rond-point incarne cette zone, c'est-à-dire la zone où les sociabilités ont disparu, il n'y a plus les foires, il n'y a plus les centres-villes, elle a disparu, et le rond-point, c'est ce lieu vide où on tourne en rond, où on ne se rencontre plus, et c'est justement ce lieu qui devient le symbole de la nouvelle rencontre.
contre. Donc, en effet, il y avait un déficit de sociabilité, un déficit de convivialité, un déficit d'urbanisation, et les Gilets jaunes représentent ce mouvement. C'est un appel. Donc, de ce point de vue-là, c'est un mouvement qui est très positif et qui a fonctionné. Après, la question, c'est comment on traduit politiquement. Et on peut interpréter ce mouvement des Gilets jaunes, ça c'est une interprétation qui serait optimiste, qui consiste à dire, ça fait 20 semaines que cette protestation existe, et ben, finalement ça témoigne de la robustesse de nos institutions. Quel autre régime peut résister à 20 semaines de protestation? Et que par ailleurs, finalement les Gilets jaunes, c'est un mouvement d'intégration de cette partie du peuple qui en a été exclue dans la démocratie. Oui, qui veulent rentrer, voilà. Bien sûr. Comme on l'a vu, il y a 3 phases dans la démocratie. Une première phase un peu clientéliste, où pour intégrer le peuple dans la démocratie, on achète les votes. Bon, voilà, c'est comme ça, on en est sorti. Deuxième phase, qui est la phase des partis, où pour intégrer la classe ouvrière dans la démocratie, c'est le parti, et notamment le Parti communiste, qui y parvient. Il est bien parvenu, même s'il espérait à terme plutôt une autre démocratie, prendre le pouvoir. Peut-être nous vivons une 3e phase d'intégration, peut-être positive. Les réseaux sociaux qu'on critique tant et le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire très réel, eh bien contribuent à intégrer peut-être à rebrousse-poil le peuple dans une démocratie qui peut-être fonctionne pas si mal qu'on le dit, en fait. Oui, donc ça me paraît une interprétation assez légitime et même assez saine de ce qui se passe. Et en fait, oui, ce que vous dites, et c'est pour ça que votre livre est optimiste d'ailleurs. Oui. Vous dites arrêtez de se battre la coulpe, de dire là, tout est fichu, etc. On n'a plus rien, on n'a plus que des crétins ou des démagogues ou des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est l'élection. Vous savez, c'est autre Churchill. Il disait le politicien pense à sa réélection, l'homme d'État pense aux nouvelles générations, aux futures générations. Donc pour vous quand même, si on regarde le paysage, non seulement français mais européen, les choses ne vont pas si mal, Pierre-Henri Tavoyot. Je pense il faudrait pas que la peur du déclin de la démocratie produise le déclin de la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu vigilant sur ces questions. Nous vivons plutôt bien en Europe. Nous vivons avec des institutions qui nous assurent une liberté qui n'a jamais existé de telle manière dans toute l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on soit peut-être un tout petit peu moins enfant gâté. Politiquement, on s'entend. Je ne parle pas de l'économie. Politiquement, et qu'on soit très vigilant sur ce trésor qui est absolument inestimable et qui permet finalement à chacun de grandir et aux générations futures peut-être aussi de le faire. Et d'éviter la phrase immortelle de Bertolt Brecht: quand un peuple maugré contre son gouvernement, le gouvernement décida de dissoudre le peuple. Il faut mieux l'éviter. Merci à vous, André Berkoff. Merci à vous également, Pierre-Henri Tavoyot. Je rappelle que vous êtes philosophe, maître de conférences à la Sorbonne, chargé de cours à Sciences Po et auteur de ce livre que vous pouvez tous vous procurer, vous qui écoutez Sud Radio. Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique, publié chez Odile Jacob. Merci à vous. Tous ceux qui ont écouté cette émission peuvent réécouter le podcast sur sudradio.fr ou revoir la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio, puisque nous étions en Facebook Live. André Berkoff revient demain, bon pied, bon oeil, dans tous ses états, à midi sur Sud Radio et en direct. Et quant à nous, nous poursuivons notre journée avec Jacques Pessis qui reçoit aujourd'hui Fabienne Thibault. C'était le monde des Stones pour les 40 ans de Starmania. Excellente journée à vous sur Sud Radio.